Les MOOC, Massive Open Online Courses, sont des formations en ligne ouvertes à tous dans le but de réunir enseignants et étudiants éloignés géographiquement par l'utilisation d'Internet à des fins participatives, pédagogiques et gratifiantes. Pourtant, ce système d'enseignement en ligne est encore peu exploité. Débat autour de cette nouvelle façon d'étudier mené par Mélanie Armitano et Brice Le Godec. A-t-on encore réellement besoin de nos profs ? Plus que jamais, on a besoin des professeurs. La mise en ligne de cours, c'est du savoir, de l'information qui est mise en ligne. Et souvent, elle peut être dure à ingurgiter. Donc, il est très important en fait, de pouvoir garder le rôle du prof. On ne peut pas discuter parce qu'on est face à son ordinateur. On est dans une posture d'ingurgitation du savoir et des connaissances. Et on n'est pas du tout dans la construction et vraiment l'appropriation de la connaissance qui se fait plus celle en interaction avec le prof, avec les autres. Donc oui, plus que jamais. Non, moi je pense qu'il faut quand même les professeurs... faut des bons professeurs concernés d'un côté, mais on peut pas laisser l'éducation se faire que par des fichiers sur Internet, c'est pas possible. Bon, moi je pense surtout que ça permettra peut-être d'aider à redéfinir le rôle des professeurs qui est plus juste justement en tout cas surtout comme dans le secondaire, de juste faire transmettre des connaissances que les élèves doivent juste assimiler, accepter, mais que là ils soient justement plutôt là pour aider les élèves à mieux appréhender les connaissances. C'est un bel outil pédagogique, mais ça doit rester simplement un outil et non le format principal de l'apprentissage. Si je suis motivée pour apprendre, je vais apprendre, que ce soit en cours, que ce soit sur un MOOC, que ce soit avec des livres. Si on n'a pas derrière l'interface enseignant, on va rester que dans effectivement l'apprentissage de savoir, mais pas de savoir-faire ni de compréhension. Ça va rester seulement en ingurgite de la connaissance. Donc ça dépend de la posture dans laquelle on est aussi. Maëva Serino, étudiante en droit, nous a rejoint. C'est différent, c'est vraiment une scolarité différente. Comme j'ai pu le constater, il n'y a pas d'appui personnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas en relation directement avec le professeur. Donc c'est vraiment du volontariat. Si on a envie de travailler, on travaille. Mais on ne peut pas se tourner vers quelqu'un en particulier si on a besoin d'aide, etc. Même s'il y a une plateforme étudiante, ce n'est pas des professionnels, c'est vraiment des gens qui sont dans le même bain que nous. Donc je pense qu'il manquerait cet aspect-là. Tout de suite, un premier reportage proposé par Célia Chabaudy et Lucas Tartari. Depuis une dizaine d'années, l'apprentissage est profondément affecté par les nouvelles technologies de communication au détriment du support papier et du livre. L'acquisition du savoir passe désormais par le web, qui permet un accès démultiplié à l'information. Les réseaux sociaux font partie intégrante d'une communication sociétale basée sur le partage et la collaboration, notamment de connaissances. Dans une société irriguée par le numérique, l'école a-t-elle encore besoin de ses professeurs ? Nous avons posé la question à Auréa Miaibado, enseignant-chercheur à l'Université de Bucarest. Tout le monde va avoir dans le téléphone dans 3 années un assistant personnel qui va savoir tout. On peut l'interroger sur des sujets scientifiques, tout ça. Et cet assistant personnel va faire de la concurrence. Comment les profs peuvent lutter contre cette concurrence justement du numérique ? C'est important que les profs emploient ces dispositifs pour enseigner. C'est-à-dire les plateformes vont commencer à penser à l'aide des hommes. C'est les hommes qui vont leur apprendre comment penser. C'est des hommes qui vont programmer Google, l'assistant personnel, tout ça. Alors, les dispositifs seront une interface entre les professeurs et les étudiants. C'est-à-dire les professeurs vont programmer les réponses sur Google et les étudiants vont interroger Google à la maison. Ces nouveaux outils offrent un potentiel pédagogique important, mais posent un défi fondamental, celui de repenser les méthodes et les programmes d'enseignement. Êtes-vous déjà intéressé par le MOOC ou avez-vous déjà regardé un cours en ligne ou un MOOC Je n'ai jamais regardé un MOOC sur un de mes cours. Après moi, ma vision, ce n'est pas un livre en somme, mais c'est plutôt un résumé du livre. Donc je pense que ça peut être un bon outil pour se remémorer les informations qui sont importantes. Je pourrais très bien l'utiliser pour un cours si j'ai des oublis ou... Un supplément aussi peut-être ? Un supplément et surtout comme une fiche qu'on pourrait dresser après la lecture d'un livre pour se rappeler des informations importantes. J'ai eu l'occasion à la fac, on a des cours en ligne. En fait, nos professeurs d'amphithéâtre sont filmés et après c'est retranscrit sur le NT avec des fiches de révision
plus concrètes, beaucoup plus synthétisées. Donc c'est intéressant. Après, ça ne remplace pas un cours d'amphithéâtre. Pour moi, quand on est directement dans l'amphithéâtre, on assimile plus de connaissances, il y a une concentration qui se fait. Quand je suis derrière mon ordinateur, j'ai du mal à me plonger vraiment dans le cours en lui-même. Alors moi, j'ai jamais utilisé de services de cours en ligne professionnels comme le MOOC, mais par contre, pour ce qui est partage de cours en ligne sur Facebook avec les étudiants qui partagent les cours, ça oui, je pense que beaucoup d'étudiants s'en servent et que c'est pratique, c'est l'utilité d'Internet, on a tout à disponibilité, mais après voilà, je rejoins ton avis, il faut vraiment aller en cours et suivre le cours du prof parce que les petites anecdotes qu'un prof peut sortir, c'est pas forcément sur la toile. Et ouais, non, ça me paraît important le rapport entre l'étudiant et le professeur, même en amphi, où on est beaucoup. Moi, j'ai jamais utilisé de MOOC et ça pourrait m'intéresser vraiment pour des sujets en particulier, mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer quand je suis sur mon ordinateur, sur des cours. Déjà, même quand j'écris un dossier qui est fait par moi, ça m'arrive très souvent de me disperser. Et puis un autre problème, c'est que aussi faudra vraiment penser à faire en sorte que ça monopolise pas le milieu de l'éducation, parce que sinon les élèves justement ils vont rester enfermés des fois chez eux, et le simple fait de se déplacer, de sortir de chez soi pour aller à la fac, moi je sais parce que j'étais entre guillemets en décrochage où j'allais plus en cours, etc. Ça nous désintéresse complètement des études et après c'est très compliqué de revenir dans une dynamique positive d'apprentissage quand on est vraiment enfermé comme ça et que on sélectionne ces informations. Retrouvez maintenant un reportage de Léa Simonin et Thierry Diallo. Je connais l'ENT parce que nous à la fac de lettres on a accès à l'ENT. Moi j'y vais pas souvent mais il n'y a que ça qui existe ici en fait. Oui, j'utilise principalement Jalon et aussi on utilise dans la promo beaucoup Dropbox. Ça nous permet de partager des polycopies qu'on rédige entre nous en fait de façon communautaire pour s'aider. En fait j'aimerais l'utiliser plus, mais ce qu'il y a c'est que j'ai oublié mon mot de passe et à chaque fois que je fais mot de passe oublié on me renvoie une feuille avec marqué votre mot de passe et c'est blanc, donc en fait depuis le début de l'année je peux pas aller voir mais ouais en fait ceux qui ont le mot de passe ouais, ils peuvent y aller souvent, moi non jamais en fait. Du coup j'en utilise deux, Dropbox et Jalon. Dropbox je m'en sers beaucoup, parce que je récupère tous mes supports pour travailler sur le site. Dans l'idéal je pense que oui. Le ressenti de ce que dit le prof en cours, la façon dont il exprime les choses, ça aura toujours un rendu différent que sur un morceau de papier. Ensuite, pour certaines personnes qui ont une bonne mémoire visuelle ou auditive, ça peut bien marcher. On peut avoir accès aux cours via l'ENT ou les amis ou Jalon, donc personnellement je vois pas l'intérêt de venir à la fac pour aller en cours, surtout que la moitié des professeurs nous énoncent des cours auxquels on prête peu d'attention ou qui sont peu compréhensibles, donc moi je préférais ça à la maison et les avoir. Pas pour beaucoup de critères, mais je pense que pour certaines choses comme nous en médecine, les schémas d'anatomie, très clairement si c'était moi qui devais prendre les schémas en cours, j'y arriverais pas, donc ça nous permet d'avoir des gens qui savent très bien dessiner. On partage tout ça entre nous et on a des bons supports pour travailler, et donc forcément les notes s'en ressentent, etc., etc. Je pense pas qu'il soit spécialement prédisposé à prendre ses ressources plus ou moins qu'un autre étudiant, ça dépend pas forcément des facs, parce que c'est pas le contenu du cours qui fait que ça va être plus demandé ou... Je pense pas, je pense que c'est exactement pareil partout. Le MOOC fait-il partie des certificats reconnus par l'État? Un MOOC, souvent, c'est un certificat qu'on délivre, qui prouve que vous avez suivi l'ensemble des modules et eu telle note, etc. Donc vous avez suivi avec succès ce MOOC. Mais donc ce n'est pas un mais vous n'avez pas... Non, c'est pas parce que vous avez un certificat d'Harvard que vous êtes diplômé d'Harvard. La moyenne, c'est 5% d'apprenants qui demandent un certificat à la fin. Donc ça veut dire qu'ils ont fait la totalité du MOOC. Mais souvent, on ne suit pas le cours de A à Z. Et donc, on ne demande pas le certificat. Et par contre, ce qui est intéressant, et ça pose la question de la démocratisation que permettait, enfin c'était une des promesses du MOOC quand même, de démocratiser l'enseignement au monde. Et en fait, on remarque que dans les 40 pays les plus pauvres en Afrique, le taux de certification est de 20%. C'est le plus haut élevé dans le monde. Beaucoup de gens qui pourraient avoir les capacités de faire quelque chose, mais sous prétexte qu'ils n'ont pas le diplôme, on leur laissera jamais le temps de prouver ça. Donc c'est vrai que les MOOC, ce serait peut-être un moyen pour des gens qui n'ont pas le temps d'aller non plus en cours, de montrer quand même qu'ils ont un certain niveau de capacité. Voilà.
Là, il y avait un développement de LinkedIn qui était, alors je n'ai plus entendu parler, mais c'était il y a 6 mois, un développement de LinkedIn justement pour intégrer en fait la certification MOOC à son profil LinkedIn de façon automatique quand on a suivi des MOOC sur une telle plateforme. Et sur le site, qu'est-ce qu'il y a comme plateforme à part la vidéo? Donc ça dépend des plateformes. Souvent c'est ça, hein. Souvent c'est quiz, des exercices. Il y en a qui proposent des exercices de correction semi-automatiques, il y en a qui ne proposent pas, il y en a qui sont plus sur le modèle de format de MOOC connexionniste. Donc ça veut dire qu'ils essayent de faire interagir les gens entre eux. Et donc l'aspect forum est très développé, chat et autres. Après moi je doute que le professeur puisse être à l'écoute de tous les élèves. Si un MOOC rassemble 5000 personnes, je ne pense pas qu'il puisse répondre à 5000 demandes. Il y a des assistants. Hein. Après il peut y avoir des assistants, j'imagine très bien, à voir si l'assistant arrive à répondre au même titre que le professeur. Dernier reportage tourné par Jérémy Bernigol et Julien Pietri. Dans ce reportage, nous allons nous intéresser à l'autre aspect important souvent négligé dans ce genre de débat, la vie des parents. Nice, grande ville universitaire, accueille chaque année de nombreux étudiants. Bien souvent, les parents constituent une aide financière très importante. Nathalie et Maryse ont accepté de répondre à nos questions. Bientôt concernées, que pensent-elles de cette innovation? Je ne suis pas très favorable à ce genre d'innovation, je dois le dire. Je pense que ça peut être favorable au décrochage scolaire pour les enfants qui ne sont pas, qui ont besoin d'être menés par quelqu'un par exemple, ou qui vont se laisser aller en étant chez eux à ne rien faire. Je pense que c'est un concept intéressant. Personnellement, les MOOC, j'en ai suivi plusieurs et c'est vrai que ça m'a permis de réactualiser tout ce qui était théorique par rapport à mon travail. Et pour leurs enfants, accepteraient-elles qu'ils suivent des MOOC plutôt que des cours traditionnels? Je serais plutôt défavorable. En revanche, je sais aussi qu'on vit dans le monde de l'informatique et que je pense qu'on ira vers ça inexorablement et que l'être humain s'adapte. On trouvera des moyens pour aller vers les autres différemment. Pour un apprentissage initial, je préfère tout de même un apprentissage traditionnel. Maintenant, si on n'a pas le choix, il faudra s'adapter. Donc, suivre des MOOC, oui, pourquoi pas. Comme vous pouvez le constater, les avis restent mitigés à l'heure actuelle. C'est tout un système qui doit se remettre en cause. Pour qu'il y ait un changement, ce même système devrait s'installer durablement dans la vie quotidienne de chaque étudiant. Seriez-vous prêt à payer pour recevoir un MOOC si vous pensez vraiment qu'il peut vous aider, ou préférez-vous aller directement vers les gratuits? Si j'ai un but en particulier, oui, je serais prête à payer pour un module très intéressant qui peut m'apporter plus de connaissances sur mon objectif. Après, si je me débrouille particulièrement bien dans mon domaine et que ça serait un peu d'approfondissement, non, je ne pense pas que payer soit vraiment utile. Qu'est-ce qui vous fait justement rester plus de 5 minutes derrière votre écran d'ordinateur? Moi je dirais qu'il faudrait que ce soit simple, un peu comme les applications sur iPhone, que ce soit vraiment interactif. Ouais, voilà, c'est pas assez intuitif, je dirais, c'est ça. Moi je pense que du coup sur ça, il y a aussi le travail à faire, il vient pas là que des MOOC, mais de la société en elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut que absolument, pour que quelque chose nous accroche, ce soit forcément catchy entre guillemets, que ce soit des choses qui vont être simples et tout ça, mais pourtant la connaissance peut pas toujours être ludique et tout ça, et il faudrait peut-être aussi réapprendre aux gens à prendre le goût d'apprendre des choses, peu importe le format. Et ça, je pense que c'est fortement diffusé par les émissions télévisées où il faut que ça crie, il faut que ça bouge, etc., que ce soit toujours en mouvement, et c'est très dommage. Parce que la connaissance, c'est pas non plus que de l'amusement. Bonjour tout le monde, j'ai une question. Pensez-vous que les MOOC soient bénéfiques et qu'ils doivent être généralisés? On ne peut pas généraliser parce que ça dépend tellement des individus, de ce qu'ils ont envie d'apprendre, du pays dans lequel ils sont. Les pays aussi qui ont un fort besoin d'éducation, parce qu'en Afrique c'est vraiment le cas, soient plus informés, oui. D'accord, qui peuvent y avoir accès. Qui peuvent y avoir accès. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en Afrique ou dans plein de zones géographiques dans le monde, il y a vraiment une demande qui doit être faite. Après, quand tu dis que l'élève il apprend ce qu'il a envie d'apprendre, c'est là où moi je suis pas forcément d'accord, parce que un élève au départ n'a pas forcément envie d'apprendre, mais c'est là où l'un du rôle du prof, c'est de lui donner envie. Et se donner envie, je ne pense pas qu'il doit se faire par le support d'une vidéo, mais il se fait par un contrat avec une personne qui est le prof. Et ça on le voit bien, les élèves n'ont pas forcément envie d'y aller tous les matins en cours, mais c'est en y allant tous les matins que s'instaure un contrat et un engagement.
c'est par cet engagement que je pense que le MOOC doit être juste un outil et non un format principal de l'apprentissage. Donc le MOOC est en fait, je trouve, un très bon outil pour se professionnaliser. C'est-à-dire pas forcément pendant les études, c'est après. On en est autonome de toute façon et là on veut développer des compétences. Je suis d'accord, mais justement, faut pas par contre. Enfin, je pense pas qu'il faille que ça devienne un modèle unique, notamment parce que ça accentue encore plus l'uniformisation de l'éducation, qui est déjà un peu trop forte, je trouve, parce que ça prend pas assez compte aujourd'hui l'éducation des différences entre les personnes et du fait que chacun n'est pas adapté à tous les modèles d'éducation. De vouloir accéder aux connaissances, c'est pareil aussi, c'est que les gens risquent peut-être de trop s'enfermer dans ce qui les intéressait à la base par contre, et de juste chercher ce qui les intéresse et de ne pas vouloir s'intéresser à ce qui est autour. Et ça va peut-être aussi entraîner l'information rapide, de plus en plus rapide. On va vouloir gagner du temps et très vite assimiler les choses. Donc je pense que la formation va se baser sur du court terme et non sur du long terme. Je ne serais pas forcément favorable pour ma part. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions et d'avoir assisté donc, à notre petite web TV. Vous retrouverez donc la vidéo sur le site de la fac et merci beaucoup.